nationale. Pour en parler, on va recevoir Najat Vallaud-Belkacem. Vous la connaissez, ancienne ministre française de l'Éducation nationale et précédemment du droit des femmes. Elle est aujourd'hui directrice exécutive France de l'ONG One, un mouvement mondial pour mettre fin à la pauvreté extrême et la prévention des maladies évitables dans le monde. Bonjour. Mettez-vous ici. Ouais. Bonjour Najat Vallaud-Belkacem, merci beaucoup d'être avec nous. Merci à vous. Parlez-nous de One. Votre plaidoyer, en substance, il consiste à faire en sorte que les pays riches comme la France, on n'oublie pas, on est en France, n'oublie pas les pays pauvres, c'est ça? Oui, c'est ça. One est une ONG donc, qui a vu le jour au début des années 2000. C'est une ONG qui a été créée par Bono, le chanteur de U2. Elle est d'abord connue pour ça, je crois, mais elle a vu le jour dans un contexte d'épidémie du sida qui faisait des ravages à travers la planète, malheureusement, et dont on avait fini par penser que c'était une fatalité, que rien ne permettrait d'en guérir. Sauf que finissent par arriver les trithérapies, que enfin on voit un espoir d'en guérir, mais ces trithérapies sont d'un coût si exorbitant que les populations des pays les plus pauvres, et notamment en Afrique subsaharienne, très touchées par le VIH, n'y ont pas accès, et que dans les années qui suivent, donc au début des années 2000, vous avez 7 millions de morts malgré l'existence de ces traitements. Et donc, en fait, c'est ça qu'on appelle des maladies évitables. Qu'est-ce que c'est que cette absurdité d'avoir des traitements qui existent, mais dont la communauté internationale dans son ensemble ne s'organise pas suffisamment pour qu'ils soient accessibles à tous. Donc, l'ONG a pour but, en gros, de mobiliser, de faire du lobbying, en quelque sorte, auprès des gouvernements riches, des institutions internationales, de l'Union européenne, du FMI, de la Banque mondiale, pour que soient créés des mécanismes de financement adaptés pour lutter contre ces maladies dites évitables, donc pas simplement le sida, mais aussi la tuberculose, la malaria, aujourd'hui d'une certaine façon le Covid-19, pour mieux répartir les traitements, et puis plus généralement pour extraire des populations de l'extrême pauvreté, puisque finalement c'est ça qui les plonge dans cette difficulté d'accès aux soins. Voilà, je ne sais pas si ça vous en dit suffisamment sur le sujet, mais pour faire le lien néanmoins avec le sujet qui est le nôtre tout de même, par définition, quand on s'intéresse à ce qui se passe dans les pays les plus pauvres, pour les populations les plus vulnérables, ben, très vite, en fait, on s'intéresse aux dysfonctionnements mondiaux. Parce qu'on vit dans un monde d'interdépendance et on sait bien que ce sont souvent aussi des fonctionnements décidés parfois au nord qui provoquent des troubles considérables souvent au sud. Alors c'est vrai pour les humains, c'est vrai pour l'environnement. Et donc nous, en fait, notre plaidoyer incessant, c'est de dire on ne doit pas oublier qu'on est embarqué dans le même bateau et que donc la seule réponse à ça, c'est la solidarité internationale. Donc on a une crise des inégalités et en même temps, on a une crise écologique. Comment est-ce que, selon vous, les inégalités, elles nourrissent les crises écologiques? Est-ce que les deux crises relèvent des mêmes maux? Oui, pour moi, de façon absolument évidente. C'est-à-dire que moi, j'ai vraiment le sentiment que c'est la recherche prédatrice du toujours plus pour quelques-uns, vraiment, qui crée en fait les dysfonctionnements, que ce soit les inégalités, que ce soit la crise écologique, puisque finalement c'est cette recherche absolue, sans limite, gloutonne quasiment, de toujours plus de biens, de toujours plus de richesses, encore une fois, pour quelques-uns, qui va conduire à soit l'exploitation des humains, soit l'exploitation des ressources naturelles, à industrialiser une part de plus en plus importante de notre planète au détriment d'un équilibre, y compris avec la vie animale, par exemple, et à créer un certain nombre de désordres, comme par exemple les épidémies transmises pour beaucoup d'entre elles par l'animal. Donc, en fait, pour moi, c'est vraiment ce dysfonctionnement-là qui est au cœur de tout. Et ce dysfonctionnement, c'est scandaleux, en fait, quand on y pense que les pouvoirs publics ne fassent pas plus à l'échelle nationale, à l'échelle internationale, pour le limiter. Et je pense que tout ce qu'on entend depuis le début de cette séquence, et dans la prise de conscience écologique de manière générale, c'est la compréhension qu'en fait, de la sobriété, une limitation aux appétits insatiables, c'est l'idéal vers lequel on doit tendre. Et cette limitation des appétits insatiables, elle a pour immense vertu aussi de réduire les inégalités crasses
qui n'ont cessé de se développer, comme on l'a vu par exemple à l'occasion du Covid, quand on voit que quelques milliardaires doublent leur fortune pendant que 130 millions de personnes supplémentaires tombent dans l'extrême pauvreté. Plus rien à manger. Voilà. Donc c'est clairement pour moi très lié, les inégalités et la crise climatique. Est-ce que justement la cartographie de la pauvreté et du changement climatique, elle se recoupe, notamment en France par exemple ? Oui, je pense honnêtement que c'est assez évident pour tout le monde qu'on ne vit pas de la même façon le changement climatique et ses effets en fonction des moyens qu'on a pour être ou pas résilient, comme on dit. C'est-à-dire, quand vous êtes un ménage pauvre, et ça s'est vu d'ailleurs aux États-Unis, par exemple au moment de l'ouragan Katrina, etc., quand vous voyez des populations pauvres qui sont affectées par un déclenchement comme celui-là, si les assurances ne peuvent vous payer qu'avec 1 ou 2 ans de retard, vous n'avez pas les moyens de reconstruire votre maison tout de suite, vous n'avez pas les moyens de retrouver un emploi. Enfin, je veux dire, même dans les pays riches, clairement, les populations pauvres sont les plus affectées par les chocs climatiques. Mais nous, c'est vrai que chez One, notre regard est beaucoup tourné vers les pays pauvres, et donc du coup, c'est encore plus vrai. Je veux dire, quand on analyse ça à l'échelle du monde, donc je reprends quelques chiffres pour vous les faire partager, mais grosso modo, aujourd'hui, les 10 pays les plus vulnérables au changement climatique se situent en Afrique. Ce sont eux qui sont en train de subir des perturbations incroyables dans les secteurs de l'agriculture, de l'eau. Enfin, je veux dire, vous avez vu les sécheresses, les systèmes. Ce sont eux qui contribuent le moins au réchauffement climatique. Et voilà, et c'est là qu'on refait le lien avec les inégalités dont vous parliez tout à l'heure. C'est qu'on sait bien que ce sont 10%, c'est 10% de la population mondiale qui généralement est dans les pays les plus riches, qui crée plus de 50% des émissions de gaz à effet de serre. Et les plus pauvres, eux, c'est moins de 10%. Donc, vraiment, il y a en effet une injustice sur ce sujet qui est en train de se traduire. Je veux dire, on ne parle pas de l'avenir. Là, quand on regarde très concrètement, encore une fois, quelques exemples. Vous vous souvenez, il y a quelques mois, de cette crise climatique qui s'est déclenchée à Madagascar et qui a conduit 1 million de personnes au bord de la famine. Donc, les experts parler de la première famine climatique. Vous voyez en ce moment même les sécheresses dans la corne de l'Afrique qui, même chose, risquent de provoquer d'autres famines. En Éthiopie, les mêmes raisons ont conduit à une très forte augmentation de la malnutrition aiguë. Un hôpital de la ville de God, le mois dernier, donc en Éthiopie, a admis presque autant d'enfants souffrant de malnutrition que au cours de l'année 2021 tout entière. Donc en un mois, vous avez eu autant d'enfants souffrant de malnutrition dans cet hôpital qu'en un an auparavant. Bref, donc le changement climatique est en train clairement de dérégler énormément de choses, notamment en Afrique. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que quand vous regardez, j'en discutais avec une experte du GIEC, même la littérature scientifique sur laquelle s'appuie le GIEC en question, il n'y a pas beaucoup de données qui concernent les pays les plus pauvres et qui concernent l'Afrique. Donc, en plus, il faut les produire, bien sûr, il faut des moyens pour calculer l'empreinte carbone des secteurs, etc. Et ce n'est pas donné à tous les pays. Voilà. Et donc, l'une des choses qu'il faut absolument porter dans nos discours et dans nos plaidoyers, c'est aussi la nécessité de financer une expertise scientifique, évidemment, qui nous renseigne sur la réalité de ces pays-là. Donc, on parle des pays du Nord qui sont beaucoup plus émetteurs de gaz à effet de serre, comme la France. On parle du Sud qui est le réceptacle. Est-ce que vous y voyez, vous, les germes d'une frustration potentiellement explosive ? Oui, alors nous, on est très confrontés à ça, du coup. C'est-à-dire qu'on voit bien, pas simplement sur la question climatique, aussi sur la question du Covid, puisqu'on n'en est pas encore tout à fait sorti et qu'il y a eu beaucoup de frustration nées des premières réactions au Covid, où on avait une espèce de nationalisme vaccinal, où les pays du Nord avaient semblé finalement acheter toutes les doses de vaccins en oubliant les autres. Donc bon, il y a ces questions-là. Et sur la question climatique, c'est clair que je crois que vous m'avez dit que vous étiez allé à Glasgow à la COP22, n'est-ce pas ? Vous avez sans doute noté à Glasgow ces militants africains qui faisaient comme des manifestations devant les lieux pour dire, en fait, on nous impose de restreindre notre recours aux énergies fossiles, alors que quand on regarde ce qui se passe du côté des pays du Nord, qui en ont beaucoup moins besoin que nous, parce que nous, on est en précarité énergétique, on en a besoin, en fait, ils font moins d'efforts que nous. Donc, en fait, c'est ce genre de frustration-là auquel vous avez droit. Et c'est vrai que quand vous regardez
Les pays riches, les institutions internationales ont pris beaucoup d'engagements dans le passé. On se souvient en particulier de 2009, lorsqu'ils décident qu'ils vont consacrer 100 milliards de dollars par an à aider les pays pauvres pour à la fois atténuer les effets du changement climatique et s'adapter. Alors c'était d'ici 2020, on est en 2022. Absolument. Et il manque toujours, si je ne me trompe pas, il manque toujours 20 milliards. Exactement, donc on n'y est toujours pas. Enfin, oui, on est très très loin du compte en fait, parce que c'était 100 milliards par an. Donc là, on a fait 79 milliards, mais ce qu'il fallait, c'est 100 milliards par an. Donc concrètement, il y a ce sentiment que les engagements pris ne sont pas respectés. L'engagement a été réaffirmé à Glasgow, mais je redis à quel point c'est important. Et je voulais juste insister sur une chose, c'est que les pays dont on parle, les pays pauvres en question, en fait, le problème, si vous voulez, c'est que ils sont souvent en situation de surendettement. Ils ont un problème de dette publique à rembourser. Et la plupart d'entre eux dépensent, tenez-vous bien, 5 fois plus pour le paiement de leurs dettes que pour la lutte contre le changement climatique. Donc en fait, ce sont des pays qui sont pris à la gorge et honnêtement, s'il n'y a pas cette prise de conscience de la nécessaire solidarité internationale, ils n'y arriveront de toute façon pas. Et ils seront prompts aussi, lorsqu'ils ont des ressources naturelles, finalement à continuer de laisser des entreprises venir extraire ces richesses naturelles parce qu'au moins ça leur fait des recettes, alors qu'on sait que notre intérêt collectif, c'est d'arrêter cela. On va revenir à notre thématique qui est un plan pour la France. Mais on le sait bien, la France, elle ne peut pas mener cette transition toute seule dans son coin. Vous parlez des pays les plus vulnérables. Comment est-ce que notre pays peut aider les pays les plus vulnérables dont vous parlez à affronter ces grands enjeux climatiques et à faire leur transition? Pour faire simple, il faut de l'argent sur la table, mais pas que. L'argent est important. C'est quand même le nerf de la guerre. Non, c'est quand même le nerf de la guerre, mais bon, après, vous avez raison de dire que ça n'est pas que ça, mais c'est d'autant plus le nerf de la guerre que, si vous voulez, à un moment donné, il y a aussi une autre question, d'ailleurs, qui n'a pas bien été résolue à Glasgow. C'est celle de la compensation, en gros, des dégâts, inondations, crise climatique, etc., qui ont eu lieu dans les pays du Sud, du fait clairement d'activités réalisées par les pays du Nord. Et ça, pour le coup, le sujet commence à arriver dans le débat, mais cette responsabilité-là, il va falloir se la poser et la traduire en montant financier. Vous voulez dire que la France, comme d'autres pays riches, doit dire nous, on a beaucoup émis historiquement, on doit donc maintenant aider les autres qui subissent et qui ont, eux, beaucoup moins émis à faire face aux tempêtes, aux ouragans, aider à construire des digues, des choses très concrètes. C'est ce qu'on appelle, ça a un nom technique de pertes et dommages. Voilà. Les pertes et dommages, donc en effet, il y a des inondations, il y a des récoltes agricoles qui ont été perdues, il y a des incendies, etc. Et tout ça, parce que les premiers responsables du réchauffement climatique sont les pays industriels, il faudrait qu'ils contribuent évidemment à la compensation. Et c'est très compliqué pour un pays riche comme la France d'assumer ça. Ça veut dire qu'on ouvre une porte aussi, on ouvre peut-être voire une boîte de Pandore. Je suis d'accord avec vous, c'est très compliqué. C'est pour ça que le sujet a mis longtemps à être mis sur la table. Mais en fait, le droit international public doit s'en emparer et venir apporter des réponses parce que c'est une réalité. Je veux dire, aujourd'hui, je disais qu'on manque toujours cruellement de données, mais on estime quand même à peu près 2 millions de personnes par an le nombre de personnes qui meurent du fait de la pollution, essentiellement dans les pays du Sud et pour l'essentiel du fait d'activités menées par les pays du Nord. Donc, oui, on a eu un rapport cette semaine qui est sorti, 9 millions de morts liés à la pollution par an, 95% dans les pays à revenus bas ou modérés. Donc en fait, quand vous avez ce type de constat, vous êtes obligé de vous dire il va falloir que le droit, sauf si on veut que ça se transforme en conflit généralisé, parce que ça va se transformer sinon en conflit généralisé, il faut que le droit vienne encadrer tout cela. Tout comme le droit doit venir aussi encadrer la question des multinationales, des grandes entreprises, de la transparence sur les activités qu'elles mènent, de la pertinence d'un certain nombre de grands projets comme celui de Total en Ouganda, par exemple. Enfin, bon... Donc, je ne sais plus pourquoi on parlait de ça, mais... ah oui, vous disiez pas que de l'argent. Oui, donc, en effet, ce qui est attendu, je crois, des pays industrialisés, riches ou des institutions internationales, c'est en effet des financements parce qu'il y en a besoin pour atténuer et s'adapter au changement climatique, mais aussi
une forme de relation commerciale, justement, et notamment dans la régulation de ce que font nos entreprises installées dans ces pays, qui soient plus grandes. Parce que ça, pour le coup, ça manque à bien des égards. Vous parlez beaucoup de solidarité internationale. Un plan pour la France, c'est aussi une solidarité nationale au sein de notre pays. Comment est-ce que l'idée de solidarité, elle s'applique à la transition écologique ici ? Bah, en fait, c'est marrant parce que c'est un sujet qui revient souvent dans le débat public où on dit la transition écologique doit être sociale pour être acceptée, etc. En fait, moi, j'ai envie de répondre qu'avant même de se poser la question de la dimension sociale ou solidaire, il faut se poser juste la question de la justice, en fait, de la normalité, de l'équité, si vous voulez, appelez-le comme vous voulez, mais je veux dire, tout le monde ne contribue pas à créer le problème de la même façon. Donc pourquoi tout le monde contribuerait de façon proportionnelle à résoudre le problème ? On sait bien que dans les faits, ce sont les gens qui ont le plus les moyens, qui contribuent le plus à la pollution. Et c'est normal de demander à ces gens-là en fait, c'est un impôt progressif, quoi. La taxe carbone, elle aurait depuis toujours dû être pensée comme un impôt progressif. Et je pense que plus on est riche, c'est vers ça qu'il faut qu'on aille. Plus on est riche. Bah oui, vraiment, pour moi, c'est le B à bas. C'est une évidence. Ouais. Et ça vaut à l'échelle nationale, du coup, comme ça vaut à l'échelle internationale. Et de manière générale, je pense que l'ensemble des politiques publiques d'adaptation doivent prendre en considération cette part finalement de ce à quoi on a contribué, ce sur quoi on est en partie responsable ou pas. Oui, parce qu'on sait que les populations riches, que ce soit partout, mais aussi en France, émettent bien plus de gaz à effet de serre que les autres. Il n'y a vraiment pas de comparaison possible. Voilà. Et je pense qu'on parlait tout à l'heure, j'écoutais avec attention tout ce qui a été dit autour des imaginaires d'une part par Com, et puis aussi Sabine, je crois, sur la question d'embarquer les salariés avec soi et pas de se contenter de leur dire voilà la réponse et la solution. C'est très juste et ça vaut aussi avec l'opinion publique. D'ailleurs, c'est marrant, vous avez fait vous-même la comparaison avec les politiques, mais oui, vous avez absolument raison. Je veux dire, en effet, quand en politique, je suis bien placée pour le savoir, quand on se contente de dire aux gens mais en fait c'est bon, dans ma tête j'ai tout compris, c'est ça la solution. Généralement, ça passe pas très bien. Quoi. Il faut quand même un tantinet de pédagogie explicite, comme on dit dans l'éducation nationale, et pas trop d'implicite. Vous avez dit, je vous cite, demain nous allons devoir être des terriens, assumant ensemble le changement global de la crise climatique, des pollutions et de la disparition de la biodiversité. Expliquez-moi. Oui, en fait, j'ai dit ça, je vous fais référence à une tribune que j'ai écrite récemment parce que j'étais frappée d'une chose. Alors là, pour le coup, je vais vous montrer un visage plus optimiste. Ça m'arrive. J'ai été frappée d'une chose, c'est qu'on a vécu quand même ces derniers temps, collectivement, des chocs d'une nature un peu particulière qui, à mon avis, ont pu réorganiser dans notre imaginaire ces questions de solidarité internationale, je le crois. Les deux chocs que nous avons vécus, pour moi, c'est évidemment le Covid-19, qui nous a finalement amené à faire l'expérience, quelle que soit notre condition sociale, de l'obligation de la solitude, de l'isolement, d'avoir peur pour sa santé, etc. Donc finalement une expérience universelle, pour le coup. Et puis la deuxième expérience choc qu'on a vécue, c'est l'Ukraine et le fait que la guerre soit vraiment de retour comme ça à nos portes en Europe. Et donc la prise de conscience de ce que finalement être un réfugié, je veux dire, vous n'en restez pas moins un humain, vous voyez, vous n'êtes pas une horde de sauvageons, vous êtes des gens poussés vers l'exil bien malgré vous, etc. Donc du coup, en fait, ce que je conclus, c'est que nous venons de faire à deux égards l'expérience de la proximité de souffrances que jusqu'à présent on renvoyait bien au loin pour bien s'en décharger et bien en détourner les yeux. Et donc cette proximité-là qu'on a vécue quasiment dans nos chairs ou dans notre espace immédiat, je pense qu'elle est en capacité de nous faire voir le monde autrement. Vous savez, c'est pas un hasard si, je suis désolée, son nom ne va pas me revenir, mais un élu du Rassemblement national du Sud,
son nom ne va pas me revenir, je suis vraiment désolée, je ne fais pas exprès, disait finalement je me suis trompée quand je parlais des réfugiés syriens. Et c'est Robert Ménard, merci beaucoup. C'est pas un hasard si quelqu'un comme Robert Ménard en vient à vous dire finalement je me suis trompée quand je disais que les réfugiés syriens n'étaient pas les bienvenus, etc. Et quand j'ai été aussi hostile à l'aune de ce que je vois des réfugiés ukrainiens. Et je me dis que en fait, potentiellement, il y a de plus en plus de gens dans notre opinion publique qui comprennent qu'en fait, on ne peut pas, parce que les choses se passent à 10 000 km de nous, juste se dire que ça ne nous concerne pas. Potentiellement, si on croise ça avec la prise de conscience de la crise écologique et du fait qu'on va vraiment dans le mur si on ne fait pas ensemble front contre elle, eh bien, il y a de plus en plus de gens qui vont comprendre qu'il faut se retrousser les manches, faire preuve de solidarité, regarder l'autre comme un autre soi-même, etc., etc. Et j'attends avec impatience, je tiens à le dire, le scénario qu'a décrit Com tout à l'heure de l'histoire d'amour entre un salarié d'EHPAD et une réfugiée climatique d'où d'Inde, voilà. Bon, en fait, moi, je pense que potentiellement, on peut y arriver. Voilà. Merci beaucoup. Merci à Nadjat Vallaud-Belkacem. Merci, éclairage très important sur le lien entre cette transition écologique et la transition sociale, à la fois en France, mais aussi à l'international. C'est la fin de cette session. Merci beaucoup à tous ceux qui ont participé, à la fois dans le public et avec moi. Ne partez pas, on a une autre session qui commence fascinante, d'ailleurs en lien avec ce que Com nous a dit à l'instant, les nouveaux récits, comment changer nos modes de vie, mais aussi la représentation qu'on s'en fait. Merci à tous.